Alors, chères étudiantes et chers étudiants de licence 1, je vous retrouve pour la deuxième partie de notre cours numéro 8 sur 12, consacré aux sociétés européennes au XIXe siècle. Et après vous avoir proposé un tableau dynamique des différentes couches sociales pour voir les aristocraties et les bourgeoisies d'une part, les ouvriers et les paysans de l'autre, et l'essor entre les deux des classes moyennes, je vous propose maintenant une deuxième partie que vous voyez ici sur notre plan, pour vous montrer que ces sociétés européennes au XIXe siècle sont à la recherche en fait de leur équilibre, et elles le sont tout d'abord parce que vous avez bien sûr des satisfaits et des insatisfaits de ce qui se passe au cours de ce XIXe siècle. Dans la première partie de ce siècle, les classes moyennes sont politiquement, il faut le dire, extrêmement combatives. Puis, elles vont devenir elles-mêmes les garantes de la stabilité sociale, car elles y trouvent leur intérêt. Elles obtiennent en effet, par exemple, le droit de vote et commencent à exercer un certain nombre de responsabilités en France dès le début des années 1880. C'est ce que Léon Gambetta appelle dans un discours célèbre qu'il a prononcé à Grenoble en 1872 l'avènement des nouvelles couches sociales. La République va, mais l'Empire libéral d'une certaine façon en France y avait contribué un petit peu avant, mais surtout la République va promouvoir ces classes moyennes. Ces classes moyennes ne se prolétarisent pas comme le pensait Karl Marx, mais bien au contraire, ont tendance à s'enrichir. Alors, il y a des contre-exemples, hein, bien évidemment, et il y en a une partie qui se déclasse. Mais globalement, quand on regarde la masse de ces classes moyennes, elles sont plutôt tirées vers le haut. Et les mêmes tendances se retrouvent au sein de la paysannerie propriétaire. Celle-ci est à la fois attachée à ce que les anciens régimes agraires ne soient pas rétablis, vous vous en doutez, mais également hostile aux aventures révolutionnaires et à la menace de ce que l'on appelle dans les campagnes européennes à l'époque les partageux. Au cours de la période du XIXe siècle, cette paysannerie propriétaire accède généralement elle-même au droit de suffrage. Elle s'émancipe progressivement de la tutelle des notables et elle bénéficie dans la plupart des pays européens, nous le verrons dans un prochain cours, des progrès de l'enseignement et d'un mieux-être que l'on retrouve par exemple dans l'amélioration de l'habitat, des toits de tuiles et d'ardoises pour éviter les incendies qu'occasionnaient les toits de chaume, des lampes à pétrole qui se répandent dans les fermes, des cuisinières en fonte qui font leur apparition à l'extrême fin du XIXe siècle. Si le gonflement de l'ensemble de ces classes moyennes est un facteur de stabilité sociale, d'autres bouleversements provoquent en revanche des inquiétudes et des tensions. Dans la première partie du siècle, les artisans et les ouvriers à domicile se révoltent parce que le machinisme et la pression démographique dégradent leurs conditions de travail et de vie. Je pense ici, par exemple, à la grande révolte des Canuts-Lyonnais de 1831. Mais je pense, et elle a énormément marqué, elle aussi, en Europe, dans le premier XIXe siècle, à la révolte des tisserands de Silésie de 1844. De son côté, le prolétariat d'usine subit des hausses périodiques des prix et des poussées de chômage contre lesquelles rien ne les protège. Les logements sont misérables et insalubres, et là on pense aux slums, par exemple, de l'East End londonien. On pense également aux caves de Manchester, de Moscou ou encore de Lille, dans le nord de la France. Des maux sociaux frappent également ces couches ouvrières prolétaires des usines, comme les maladies. On pensera ici à la dysenterie, on pensera également à la tuberculose qui fait des ravages au XIXe siècle. On pensera bien évidemment à l'alcoolisme, et tout à l'heure je citais
un roman d'Émile Zola, Germinal. Ici, c'est un autre qu'on peut évoquer, c'est L'Assommoir. La prostitution fait également des ravages. Les naissances illégitimes sont extrêmement nombreuses. Les suicides aussi, devant les conditions de vie extrêmement pénibles. Et la criminalité. Quant aux femmes, je vous ai évoqué là les classes moyennes et les ouvriers dans leur globalité, mais les femmes, entrons un petit peu dans le détail, elles ont en tant que femmes des raisons de quoi être insatisfaites, parce qu'elles sont maintenues par les hommes globalement dans la société, mais également leur propre mari ou leur père en position d'infériorité. Et cela vaut dans tous les milieux, et cela vaut dans tous les pays de l'Europe du XIXe siècle. Les législations font généralement de la femme une mineure, et le Code civil, le Code napoléonien, le Code de 1804, est de ce point de vue un très bon exemple de ce phénomène. Ces femmes sont des mineures, elles ne peuvent pas voter, et qui, quand elles sont mariées, ne peuvent pas non plus gérer les biens elles-mêmes, et ont besoin en fait du consentement de leur époux pour aller en justice, pour travailler, pour vendre et pour acheter, quand il ne s'agit pas d'un simple produit de base, d'un simple produit alimentaire. Dans l'aristocratie et dans la bourgeoisie, la femme ne peut guère sortir en fait de sa famille que pour devenir religieuse ou artiste. Dans les milieux populaires, le travail féminin est nécessairement là très répandu, mais il est toujours mal rétribué. En général, pour vous donner un gradient, il est rétribué 2 fois moins que celui de l'homme à pénibilité quasi égale et à temps de travail égal. Alors, deuxième temps de cette deuxième partie, les voies de la contestation, parce que on a vu qu'il y a un certain nombre de catégories sociales qui vivent très mal au XIXe siècle. Eh bien, que font-elles? La quasi-totalité des femmes, il faut le dire, acceptent leurs conditions par attachement religieux, par conformisme social, par amour tout simplement de leur père ou de leur mari, ou parce qu'elles sont trop absorbées par les tâches quotidiennes qui sont nécessaires pour assurer leur survie, et donc tâches ménagères qui ne leur permettent pas d'envisager, de revendiquer pour améliorer leur situation. Certaines, de ce fait, voient dans le célibat ou dans l'adoption de comportements masculins une forme d'émancipation. Et on a en tête, bien évidemment, l'écrivaine George Sand, la romancière George Sand, mais attention, George Sand appartient à un milieu qui lui permet de s'émanciper beaucoup plus facilement que les femmes des couches populaires. D'autres femmes préféreront l'action. Ce sont d'ailleurs ces femmes-là également des femmes qui généralement sont issues soit de l'élite, soit de la bourgeoisie, soit des couches moyennes. Le mot féminisme fait d'ailleurs son apparition dans les années 1830. C'est un anglicisme, mais il va être importé sur le continent européen et en particulier par la France. On voit des ouvrages être publiés, on voit des manifestations également de femmes qui cherchent à faire bouger les choses. Le même clivage se retrouve parmi les travailleurs. Il y a ceux qui subissent leur sort en silence et les autres qui sont de plus en plus nombreux. De violentes jacqueries éclatent dans les campagnes du sud et de l'est de l'Europe tout au long de la période. La colère ouvrière, par ailleurs, se manifeste de multiples façons. Des grèves, parfois grèves illégales, la grève n'a pas encore été légalisée dans un très très grand nombre de pays. Des grèves sont donc organisées, avec parfois occupation sauvage de sites industriels, prise en otage de patrons, de cadres, de contremaîtres, ou assassinat de ceux-ci, du personnel de direction, attentats parfois, persécution également à l'encontre d'immigrés que l'on perçoit comme des gens qui viennent ôter le pain de la bouche et voler le travail des travailleurs nationaux, des travailleurs locaux. Et puis,
plus pacifiquement grève et syndicats, puisque les pays d'Europe, progressivement, vont les uns après les autres les autoriser. Ici, il y a une avance du Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni, nous l'avons dit dans un cours précédent, est en avance pour l'industrialisation. Donc, comme il a les masses ouvrières les plus nombreuses, il n'est guère étonnant qu'il soit également en avance pour lutter contre ces révoltes, tout simplement, pour des raisons de pacification sociale et d'ordre, qu'il soit en avance donc pour la législation. Les grèves sont tolérées au Royaume-Uni dès 1824-1825 et vont recevoir un statut légal en 1871 et en 1875. Les travailleurs français qui ont reçu le droit de se coaliser sous le Second Empire par une loi de 1864 vont 20 ans plus tard, sous la Troisième République, en 1884, obtenir le droit de se syndiquer. Et puis les autres pays vont suivre le mouvement, y compris d'ailleurs la Russie tsariste, même si elle le fait timidement. Eh bien, en Russie, les syndicats locaux, uniquement locaux, mais les syndicats locaux sont autorisés en 1906. Alors, je termine cette deuxième partie et ce cours en vous évoquant, vous le voyez ici, un troisième temps, c'est-à-dire troisième temps qui sera plus positif, bien sûr, les remèdes et leurs résultats. Alors, un certain nombre de penseurs au XIXe siècle, mais aussi des hommes d'église et des patrons bienfaisants, on utilisera, je vous définirai le terme tout à l'heure, le terme de paternaliste pour qualifier ces patrons, vont se pencher sur ce que l'on appelle au XIXe siècle la question sociale, pour faire simple, la menace que représentent pour l'ordre les ouvriers réunis désormais en masse dans les usines, dans les fabriques, dans les villes. Et ces penseurs, ces hommes d'église, ces patrons vont proposer diverses solutions pour résoudre cette question sociale. Dès les débuts de l'industrialisation, les socialistes qu'on qualifiera par la suite de socialistes utopistes, c'est Karl Marx qui les définira de la sorte, eh bien, vont initier, essayer, expérimenter certaines solutions. Ils vont créer par exemple des communautés coupées du monde où le travail va se répartir en fonction de l'intérêt général, de la volonté de chacun, des plaisirs, des goûts de chacun, mais aussi des talents de chacun, et où les produits seront distribués selon les besoins. Constatons que l'immense majorité, pas toutes, mais l'immense majorité de ces communautés socialistes se terminent par des échecs assez cuisants. Autre piste explorée, le christianisme social qui prône la charité, qui va créer des institutions d'aide, et il apparaît par exemple chez les catholiques. Alors on pense ici à la Société Saint-Vincent de Paul, créée en 1833 par Frédéric Ozanam, qui est un étudiant, et avec d'autres étudiants, eh bien, ils vont venir en aide aux pauvres. On trouve l'équivalent chez les protestants, il y a de multiples exemples, je ne vous cite, comme je le fais pour les catholiques, qu'un exemple qui me semble particulièrement emblématique et facile à retenir. On pensera ici à la mission chrétienne de William Booth. Vous l'avez vu tout à l'heure dans la colonne vocabulaire. C'est un méthodiste, pasteur méthodiste, et il crée sa mission chrétienne en 1865, mais très rapidement on va la connaître, et elle est encore existante aujourd'hui sous un autre nom, qui est celui de l'armée du salut, dans les années 1870. Avec les 3 S, c'est l'idée du salut. En recevant soupe et savon, on devra bien évidemment en contrepartie prier, et en priant, eh bien, on assurera son salut. Et puis, c'est une sorte de donnant-donnant. Et ce donnant-donnant, on le retrouve justement dans le patronat, et avec ce fameux paternalisme patronal que je vous évoquais tout à l'heure, puisque bien évidemment, il s'agit pour ces patrons bienfaisants, qui pour beaucoup d'entre eux sont de bons chrétiens, d'améliorer la condition des travailleurs en leur procurant des avantages matériels, de bons logements, des écoles pour leurs enfants,
des magasins à bas prix, mais il y a une contrepartie, c'est la fidélité. Toute la famille travaillera pour le patron de génération en génération, et puis également, bien sûr, hein, l'obéissance, le contrôle social, éviter les débordements. Donc vous voyez, bon, ce sont des solutions intéressantes, mais ce sont malgré tout des solutions limitées, qu'il s'agisse de celles des penseurs, qu'il s'agisse de celles des églises ou qu'il s'agisse de celles du patronat. Il va falloir en fait ici évoquer maintenant ce qui change véritablement, et ce qui change véritablement dans le cadre d'une étatisation qui caractérise le 19e siècle. C'est un siècle, on l'a vu dans un autre cours, d'affirmation des États. Eh bien, c'est l'intervention dans ce domaine des pouvoirs publics. Dans la première partie du 19e siècle, les initiatives sont, il faut le dire, extrêmement timides. Mais elles vont, par contre, ces initiatives, se multiplier dans le second 19e siècle. Et ici, là encore une fois de plus, la Grande-Bretagne est première à s'industrialiser et première donc à légiférer à partir des années 1830 et à, par exemple, réduire la durée quotidienne de travail à 10 heures pour les femmes et les enfants en 1847, puis pour les hommes en 1867. Pour rester en Grande-Bretagne, j'ai choisi de développer cet exemple parce que c'est le premier et c'est le plus ample, à partir de, mais bien sûr, d'autres pays européens, on va le voir, vont embrayer à la suite, hein. Toujours en Grande-Bretagne, à partir de 1874, eh bien, cela est étendu progressivement à toutes les professions qui vont bénéficier de ce que l'on appelle la semaine anglaise, avec ce fameux repos à partir du samedi après-midi et le dimanche, que l'on appelle, vous me voyez venir, le week-end. Ça vient de là, le repos du week-end. Il est introduit dans quelques entreprises dans les années 1850 et il va se généraliser dans la deuxième partie du 19e siècle. Et par la suite, la Grande-Bretagne va abolir la loi Master and Servant, maître et serviteur, qui punit l'ouvrier de prison en cas de rupture de contrat, ça c'est 1875. Elle va rendre la législation britannique les patrons responsables en cas d'accident du travail, ça c'est un progrès notable en 1880, et puis elle va créer, mais là avec un certain retard sur d'autres pays, elle s'est fait doubler entre-temps par des pays de l'Europe continentale, elle va créer en 1908 une loi sur les retraites ouvrières, un système d'assurance maladie, un système contre l'invalidité et même le chômage en 1911. Alors, passons du côté de l'Allemagne, qui présente un modèle similaire, quoique un peu différent, pour essayer de couper en fait les masses des révolutionnaires et de la social-démocratie qui l'inquiète énormément dans l'Empire allemand dont il est le créateur. Bismarck, qu'on a pu surnommer ensuite le révolutionnaire blanc, le révolutionnaire conservateur, va mettre en place une politique très originale qu'on peut qualifier de socialisme d'État dans les années 1880, mais qui d'une certaine façon s'inspire de ce qu'avait fait Napoléon III 20 ans plus tôt, dans les années 1860. Toujours est-il que cela va placer le Deuxième Reich, l'Empire allemand, en position de pointe en matière de législation sociale. Alors sans aller aussi loin, la plupart des autres pays vont adopter à leur tour des législations voisines. De nombreuses mesures sont prises en particulier pour protéger la femme et l'enfant, mais également pour le faire, la femme et l'enfant qui travaillent, mais également pour le faire dans le fort privé, dans le cadre de la famille. C'est l'adoption du divorce en France en 1884 par la loi Naquet. C'est la loi de 1889 qui instaure la déchéance paternelle à l'égard des pères de famille qui se comporteraient mal à l'égard de leur progéniture. Alors, quelques mots de conclusion. Toutes ces mesures sont extrêmement incomplètes. Vous voyez qu'elles ont d'ailleurs une chronologie très différenciée et qu'elles ne s'appliquent pas partout en Europe, ni au même moment, ni dans la même ampleur. Néanmoins,
la condition des couches populaires s'améliore progressivement et indéniablement au cours du XIXe siècle. Les périodes de chômage se raréfient, l'alimentation se diversifie et devient plus régulière, de nouveaux biens deviennent accessibles, en termes de linge de corps par exemple, en termes de mobilier, le logement devient meilleur, l'espérance de vie s'accroît. Et cela vous explique aussi pourquoi, et j'avais utilisé l'expression dans un cours précédent, eh bien, cette période qui court de 1890 à la Grande Guerre est une période relativement heureuse, je veux dire relativement bien sûr, parce que les généralités que je viens de faire ne concernent pas tout le monde dans la société, mais en majorité. Et pourquoi donc rétrospectivement, dans l'entre-deux-guerres, on qualifiera cette période de belle époque. Elle vaut aussi pour les couches inférieures de la société. Je vous remercie.